Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on continue bien évidemment ce voyage au cœur de vos problématiques patrimoniales en évoquant les questions de marché, de bourse, d'actions, d'obligations. Et pour ce faire, c'est Christopher Dembick qui est avec nous. Bonjour Christopher. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Conseiller en investissement pour Pictet et les banques centrales qui font beaucoup parler d'elles avec... on aime bien les journalistes trouver des grands mots tout de suite, qualifier tout ça d'historique ou pas. Traditionnellement, on va dire c'est la Fed qui décide et c'est la BCE qui suit. Et pour une première fois, ça pourrait bien être l'inverse. Ce serait la Banque Centrale Européenne qui tirerait la première et la Fed qui, bon an mal an, suivrait. Comment est-ce que vous voyez les choses chez l'une, chez l'autre ? Finalement, la BCE, elle n'a pas eu le choix. La réalité, c'est que quand on a une inflation qui diminue très rapidement, on a également une croissance qui a atteint un point bas au premier trimestre, mais il faut quand même malgré tout la soutenir. On voit qu'elle redémarre, mais il faudra mettre un peu de crédit dans tout cela pour que ça puisse redémarrer un peu plus rapidement. On voit qu'il n'y a pas de tension particulière, le taux de change est plutôt stable d'ailleurs. Donc automatiquement, la BCE n'avait pas d'autre choix que de se dire il va falloir que j'y aille. Elle a eu un peu de chance parce qu'on a eu la Banque nationale suisse qui a dégoupillé la première. Elle ne sera pas seule à dégoupiller également au mois de juin. On sait que la Banque du Canada, peut-être la Banque d'Angleterre vont aussi baisser leur taux. Mais c'est vrai que c'est probablement une sorte d'exceptionnalisme américain qui est plus mis en avant que le côté européen. La réalité, c'est que du côté des États-Unis, on a une surperformance de l'économie américaine qui est assez impressionnante. Alors on sait quels sont les moteurs, c'est notamment beaucoup de dépenses publiques, les relocalisations, le protectionnisme, etc. Même le coût de l'électricité qui est plus bas que dans la plupart des pays européens. Ça joue aussi au niveau économique. Et ça, ce sont tous des éléments qui font que l'économie américaine, finalement, n'est pas en possibilité aujourd'hui de baisser les taux avec des pressions inflationnistes qui demeurent, une demande qui reste très soutenue. Donc il y a ce paradoxe américain, cet exceptionnalisme qui perdure et qui fait que les autres banques centrales doivent, à court terme en tout cas, avoir un agenda qui n'est pas lié aux États-Unis, ce qui est assez inédit bien sûr. Malgré tout, cette banque américaine, cette réserve fédérale, elle avait... presque prépositionné un petit peu X baisse, X mouvement, parce qu'elle a un calendrier non écrit, mais qui est historiquement important aussi, c'est celui de l'élection américaine. Et là, on se dit que si elle prend pas le pli tout de suite, elle rétrécit quand même sérieusement son calendrier. C'est quelque chose que les marchés doivent prendre en compte ou... Finalement, la situation n'est pas non plus périlleuse à ce point que si ça se décale de quelques mois, c'est pas dramatique. Alors, le marché considère qu'il y a deux options pour la première baisse des taux. Septembre et novembre, bien sûr, calendrier élection présidentielle. Septembre, c'est un peu ambitieux pour une simple et bonne raison. Aujourd'hui, on a l'inflation à 3,4%. Si on regarde les prix à la consommation, pour que la Fed puisse baisser les taux, il faut se dire qu'elle devra avoir plusieurs mois d'affilée d'inflation sous 3% au moins. Et septembre, ce sera certainement pas le bon mois pour avoir ces données-là. On voit que l'inflation reflue, mais il faudra attendre certainement un peu plus longtemps. Donc ça nous ramène effectivement au mois de novembre, qui est une des échéances que met en avant le marché. Le problème, c'est que même si on sait la Fed est indépendante, etc., c'est compliqué dans ce contexte-là. Dans tous les cas, il y a plus de volatilité du marché, plus d'incertitudes, surtout si on est sur une élection qui puisse être contestée, ce qui n'est pas complètement exclu. Donc automatiquement, j'ai du mal à voir un calendrier de novembre qui soit cohérent. Ça nous ramène éventuellement à décembre, mais la réalité, ce qu'on peut considérer, c'est peut-être que finalement, et vous en aviez certains qui annonçaient ça il y a quelques mois de cela, ils étaient un peu vus comme des farfelus, finalement, peut-être qu'on n'aura pas de baisse de taux aux États-Unis en 2024 et que ça nous ramène au calendrier 2025. Oui, mais du coup, vous parliez il y a quelques minutes à peine de la question du taux de change. Ouais. Si la BCE agit, re-agit, voire re-agit, et que de l'autre côté, ça bouge pas, là, pour le coup, sur le change, ça va se tendre. Ah oui, parce que si on se dit qu'on n'a pas de baisse de taux aux États-Unis, sur toute l'année 2024, on peut anticiper 50 à 75 points de base côté zone euro. Donc effectivement, à un certain stade, tout ça, ça commence à être intégré, mais on voit bien, sur le marché des changes, il y a toujours un peu de retard entre ce qui est annoncé et l'impact sur le marché. C'est vrai que là, le taux de change est très stable, il n'y a pas de sujet, mais bien évidemment, si on a un tel décalage qui se met en place, avec peut-être même une incertitude sur quel sera le calendrier de la Fed en 2025 qui va accentuer, le taux de change va redevenir un sujet. Christine Lagarde a fait plein d'interventions sur les dernières semaines. À une reprise, elle a mentionné qu'on surveillait le taux de change sans inquiétude. C'était vraiment au détour d'une discussion. Il n'y a pas une accentuation sur ce sujet-là, mais ça peut revenir très rapidement. Le problème du taux de change, il est simple. C'est bien évidemment si vous avez l'euro qui chute, plutôt vers les 1,05, 1,02,
0,3. Là, c'est de l'inflation importée qui va compliquer la tâche et ça veut dire que le job qui a été bien fait par la BCE, finalement, il faudrait resurveiller l'inflation. Donc, très compliqué. C'est pour ça, justement, que historiquement, d'ailleurs, vous le mentionnez au début, historiquement, les banques centrales, elles se collent à la Fed parce qu'on veut éviter ce type de mésaventure qui puisse survenir. Alors, en attendant, on a nos marchés qui vivent leur vie et qui la vivent plutôt pas mal, on va dire. Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, pousse à une forme de confiance sur ces marchés et où est-ce qu'il y a des éléments qui méritent d'être vraiment surveillés ? Alors, c'est vrai qu'on est sur un peu une zone de croisière. Si on regarde, les marges, elles sont meilleures que prévues, notamment aux États-Unis, mais aussi en zone euro. C'est quasiment fini la saison des résultats, donc on commence à avoir un peu de perspective à cet égard. Il y a bien sûr le boom de l'IA. Alors il y a un peu de fatigue à cet égard, c'est-à-dire que ça fait quand même plus d'1 an qu'on en parle. Ouais. Si on regarde dans le détail, bien sûr, il y a des investissements dans l'IA sur les grandes techs, mais sur les autres entreprises, ça tarde à se matérialiser. Et d'ailleurs, dans les publications trimestrielles, la mention du terme IA était beaucoup moins fréquente sur les dernières semaines, sur le dernier trimestre que lors des trimestres précédents. Donc ça montre aussi cet aspect-là. Mais fondamentalement, outre les marges, vous avez aussi un consommateur qui se porte plutôt bien. Alors ça ne se matérialise pas toujours dans l'immédiat avec des hausses de vente au détail. On voit qu'en zone euro, on est sous la moyenne de long terme. Aux États-Unis, sans surprise, on est au-dessus de la moyenne de long terme. Donc là, ça légitime bien sûr des marchés actions américains qui se portent très très bien. Même au Japon, on voit que la confiance revient. On s'attend à ce que ça se matérialise dans les ventes au détail. Ça va accentuer la hausse du Nikkei 225. Et puis plus fondamentalement, quand on regarde quand même dans le détail, vous avez cette hégémonie, ce marché un peu oligopolistique de valeurs tech qu'on connaît tous, qui domine. Les fameux 7 et quelques. Exactement, qui dominent et qui font l'essentiel quand même de l'appréciation des marchés. Mais pour autant, avec ces marchés qui sont quand même au perché, c'est encore le moment de venir sur de l'investissement action, enfin dans son portefeuille, dans son patrimoine. Un épargnant aujourd'hui, il doit malgré tout avoir ou constituer une poche action ? Alors, il y a une question qui revient effectivement toujours quand on parle de ça, c'est est-ce que c'est le bon point d'entrée ? Parce que c'est vrai que ça a beaucoup augmenté. Nvidia, je crois qu'il y a un peu la valeur phare, c'est 90% depuis le début de l'année. Donc, on se dit que c'est peut-être un peu cher pour avoir du Nvidia dans son portefeuille. La réalité, c'est qu'historiquement, on sait très bien que c'est compliqué de trouver le point d'entrée. En revanche, il y a un autre élément qui apporte un élément de réponse plus important, c'est que quand on investit sur les actions, sauf cas particulier, on investit sur du long terme. Et donc, si on est... après, vous avez une myriade de dispositifs fiscaux aussi qui sont à prendre en considération, qui font que vous allez les garder pendant un certain temps. Mais disons, si on est sur 5, 6, 7 ans de détention des actions, a priori, le point d'entrée va quand même pas jouer énormément. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des tendances de long terme. Et au pire, à ce moment-là, si on a envie de le soigner, on fait de l'investissement programmé, on en met un peu chaque mois ou un peu chaque trimestre et comme ça, on lisse. Qui est très bien pour l'épargnant. Je pense que c'est un bon moyen de gérer. Vous investissez au fur et à mesure, vous lissez. Il y a plein d'études qui montrent que ça lisse particulièrement bien. Donc pour moi, indéniablement, pour un épargnant, peu importe d'ailleurs son profil, est-ce qu'il est risqué ou pas, il faut détenir des actions en portefeuille. Vous avez rappelé l'importance, la place prépondérante qu'ont pris un certain nombre de valeurs dites de croissance, et on a un peu l'impression que là où avant il y avait souvent une espèce de match, de combat entre les croissances d'un côté, les values de l'autre, les défensives, enfin bref, on avait comme ça des thématiques ou du wording, comme on le dirait en bon français, qui venait un peu imprégner sa marque sur la stratégie d'investissement. Aujourd'hui, on a l'impression que il n'y a plus que la croissance et qu'il n'y a plus de value, qu'il n'y a plus de défensive, qu'il y a plus... Vous le partagez un peu cette idée ou vous dites non et attention, il y a une répartition à bien faire dans son portefeuille? Alors, je pense que effectivement, le critère qui est d'avoir ces 3 classifications qui étaient finalement un peu la base, aujourd'hui fait beaucoup moins sens. Moi, quand j'investis, à titre personnel même, je vais plutôt regarder où vont les flux de capitaux. Et donc, les flux de capitaux, ils ne s'intéressent pas spécifiquement à ce que c'est des valeurs défensives ou pas. Aujourd'hui, les flux de capitaux, vous avez 2 répartitions, soit par secteur, soit géographiquement. Géographiquement, grosso modo, quand même, ils vont aux États-Unis, avec la petite exception japonaise. On voit quelques flux qui reviennent en Europe, mais parce que c'est un peu cher du côté américain, mais la réalité, ça reste très prépondérant américain. Et après, lorsqu'on regarde dans cette répartition géographique, ce sont quand même ces valeurs technologiques
qui domine très largement la cotation. Alors aujourd'hui, on voit qu'on a typiquement sur le CAC 40 et sur le CAC Small un rattrapage. Et le CAC Small à l'instant T, donc on verra, ça peut évoluer, surperforme le CAC 40, mais de peu. Et il y a un phénomène de rattrapage. Et certains vous diront, bah voilà, ça veut dire qu'il faut aller sur les petites valeurs, c'est intéressant. Je vais être un peu plus prudent. Je pense que ce phénomène de rattrapage va pas durer. C'est plus du positionnement tactique, comme on dit en gestion d'actifs. Donc c'est de quelques mois. Mais la réalité, c'est que les flux quand même, ils vont sur ces grosses valeurs. Parce que qu'est-ce que le marché, les investisseurs anticipent? Ils se disent, on est face à une révolution industrielle. Il faut des capitaux. Même si les taux y baissent, c'est compliqué pour une small cap. Donc on va plutôt aller sur les grandes valeurs tech. Et je vous parlais précédemment d'NVIDIA. C'est un peu incontournable d'avoir cette valeur dans son portefeuille malgré une appréciation de 90% depuis janvier. Ouais, donc il vaut mieux l'attraper dans un fonds qu'en direct aussi, là, pour le coup, pour avoir une part de NVIDIA et pas devoir... C'est mieux en termes d'approche. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Christopher Denbigh, donc Pictet, qui nous accompagnait pour envisager cette thématique action dans son portefeuille. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.